Tu n'as droit à rien, m'a dit ma belle-fille, avec un sourire tranquille, comme si la partie était déjà gagnée avant même d'être jouée. Elle croyait que tout était réglé, que je n'étais plus qu'une note de bas de page que l'on peut effacer sans bruit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la patience aussi regarde, se tait, prend des notes et attend son heure. Avant la fin de cette semaine, la vérité allait trouver sa place, que cela lui plaise ou non. Nous étions dans l'étude d'un notaire du 8e arrondissement de Paris, dans un bureau trop lumineux pour quelque chose d'aussi sombre que ce qui était en train de se passer. Les murs étaient couverts de cadres dorés, les stylos soigneusement alignés sur le sous-main, et pourtant, l'air avait la froideur d'une salle d'hôpital. Le notaire lisait d'une voix neutre, un peu chantante, les articles du testament, les noms, les parts, les chiffres. Je l'écoutais sans vraiment entendre, jusqu'au moment où mon propre nom aurait dû apparaître. Il ne vint jamais. Je me redressai légèrement sur ma chaise. Mon cœur battait plus vite, mais je gardais le visage calme. Le notaire poursuivait sa lecture comme on récite un texte appris par cœur. Jeanne, ma fille. Les petits-enfants. Une partie pour la fondation qui portait le nom de mon mari. Et puis plus rien. Pas un mot sur moi, pas un mot sur la femme avec qui elle avait partagé plus de 40 années de sa vie. C'est là que ma belle-fille Sophie posa sa main, bien manicurée, sur le dossier de sa chaise, se pencha légèrement vers les autres et lâcha, d'une voix douce mais tranchante. De toute façon, Maître l'a déjà expliqué. Claire n'est pas concernée par la succession. Papa a tout modifié avant de partir, c'était sa volonté. Le notaire est un petit rire gêné, un son bref qui se voulait léger, peut-être pour détendre l'atmosphère, peut-être pour masquer son malaise. Pour moi, ce rire eut l'effet d'un verre d'eau glacée sur la nuque. Je ne répondis pas. Je me contentais de regarder les mains de Sophie, la façon dont elle tenait les papiers, le geste sûr avec lequel elle les faisait glisser vers elle. Elle bougeait les doigts comme quelqu'un qui se sait propriétaire des clés. Je sentais le regard de mon gendre se poser sur moi par instants, puis s'enfuir. Il fixait surtout la table, mon petit-fils pianotait sur son téléphone sous la table, convaincu que personne ne le voyait. Le notaire continuait de parler. Je me raccrochais à ma respiration. J'avais envie de me lever, de frapper du poing, de demander comment on osait effacer plus de 40 ans de vie commune d'un simple trait de plume, mais je ne le fis pas. Depuis mon enfance, ma force ne s'était jamais trouvée dans les éclats de voix, mais dans la mémoire. Je regarde, je retiens, j'attends. J'ai appris avec l'âge que les détails ont plus de poids que les cris. Les papiers ont plus de force que les discours. Les dates trahissent plus sûrement que les visages. Si je voulais récupérer quelque chose, ce ne serait pas en criant dans un bureau de notaire. À la fin de la lecture, on me fit signer un document pour attester que j'avais été présente. J'ai pris le stylo, j'ai écrit mon nom avec une lenteur délibérée, comme pour me rappeler à moi-même que j'existais encore, même si le testament prétendait le contraire. Puis je me levai sans un mot, ajustai mon manteau et sortis dans la rue. Le froid de janvier me saisit immédiatement. L'air de Paris sentait le métro et le café qui s'échappent des terrasses. Je restai un instant immobile sur le trottoir, au milieu des passants pressés qui ne savaient rien de ce qu'on venait de m'arracher. Sur le coin de la rue, appuyé contre un lampadaire, il y avait Daniel. Daniel Clavel avait travaillé avec nous pendant des années pour la fondation que mon mari, Jean, avait créée. Un homme discret, toujours en retrait, qui observait plus qu'il ne parlait. Il me connaissait assez pour ne pas poser de questions tout de suite. Quand nos regards se croisèrent, il y eut un léger signe de tête. « On va boire un café, Claire ?» dit-il seulement. Nous traversâmes la rue pour entrer dans un petit café qui sentait le croissant chaud et le vieux bois ciré. Le serveur, un homme à cheveux gris, me lança un « bonjour madame » qui avait le ton d'une habitude ancienne. Daniel commanda 2 cafés et nous nous installâmes près de la fenêtre. Je lui racontai ce qui s'était passé. La lecture, le silence sur mon nom, la phrase de Sophie, le rire du notaire. Je n'avais pas besoin d'exagérer. Les faits tels quels suffisaient à faire mal. Il écoutait sans m'interrompre, les mains autour de sa tasse. Quand j'eus terminé, il poussa un long soupir. « Jean n'aurait jamais fait ça, dit-il. Pas comme ça, pas sans t'en parler, pas sans t'expliquer. »« Je le sais, répondis-je, toi aussi. Mais sur le papier, c'est une autre histoire. Sur le papier, je n'existe plus. »
Daniel fit tourner sa cuillère dans le café, pensif. Le papier, on peut le lire, le relire, le comparer, dit-il. Les gens comme Sophie pensent que un tampon et une signature suffisent à faire disparaître les choses. Mais les morts laissent des traces claires. Dans les coins des documents, dans les vieilles lettres, dans les habitudes. Jean a forcément laissé des indices. Il n'était pas du genre à changer tout sans prévenir personne. Un coin de ma bouche tressaillit. C'était exactement ce que je ressentais, mais je n'avais pas encore réussi à mettre des mots dessus. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, dans notre appartement du 11e, je savais déjà ce que j'allais faire. Notre appartement n'était pas grand, mais chaque pièce portait la marque de nos années ensemble. Le canapé un peu usé, les livres de Jean sur les étagères, les photos des premiers bénéficiaires de la fondation accrochées au mur du couloir. Je posai mon sac sur la chaise de l'entrée et allai directement vers le buffet de la salle à manger, là où nous rangions les choses importantes. Dans un tiroir, sous quelques nappes pliées, il y avait des dossiers en carton beige. Je sortis tout et les posai sur la table. Les premières fiches concernaient les débuts de la fondation. Décision du conseil d'administration, compte-rendu de réunion, liste d'étudiants boursiers. Puis je tombai sur une chemise plus ancienne, un peu plus épaisse que les autres. Au feutre noir, Jean avait écrit son nom suivi d'un seul mot. Testament. Mes mains se mirent à trembler légèrement, mais je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une copie d'un testament précédent, rédigé quelques années auparavant, chez un autre notaire. Celui-là, je m'en souvenais. Nous l'avions lu ensemble un soir, à la cuisine, avec une bouteille de vin ouverte. Jean m'avait expliqué calmement qui recevrait quoi, comment la fondation serait financée, ce qu'il souhaitait pour Jeanne, notre fille, et pour moi. Là, noir sur blanc, mon nom apparaissait. Non pas pour des sommes extravagantes, mais avec une clarté respectueuse. La moitié de l'appartement, un droit d'usage sur la maison de campagne, un rôle précis dans la fondation avec voix au chapitre. Tout cela correspondait à ce que nous avions construit, à ce que nous avions discuté pendant des années. Je comparais ce texte avec celui que nous venions d'entendre chez le notaire de Sophie. Les différences n'étaient pas seulement de forme, elles étaient de nature. Dans la nouvelle version, tout semblait avoir glissé en direction de Sophie. La maison de campagne, les décisions de la fondation, jusqu'aux objets que Jean avait toujours voulu laisser à certains amis. Plusieurs dates me frappèrent aussi. Modifications enregistrées à des moments où Jean était déjà très fatigué, juste après de longues hospitalisations. Je pris un stylo et commençai à noter les dates sur un carnet. J'ajoutai à côté ce qui s'était passé à ces moments-là. Tel jour entré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Tel mois, gros traitement. Plusieurs jours où il ne pouvait même pas tenir un stylo. Je notais tout avec cette rigueur un peu maniaque que j'avais toujours utilisée pour gérer le budget du foyer. Le lendemain matin, j'appelai Daniel. « Il y a des choses qui clochent, lui dis-je. Des choses qui ne peuvent pas être un simple hasard. » Il répondit doucement. « Je le savais. On va voir Maître Lenoir. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. » Maître Lenoir, c'était notre avocate. Elle avait accompagné Jean pour monter la fondation. Une femme dans la cinquantaine, élégante mais sans ostentation, avec des yeux d'un bleu clair qui ne laissaient rien passer. Son cabinet se trouvait près de la place de la République. Les murs de son bureau étaient couverts de dossiers, classés par année. Elle m'accueillit avec une poignée de main ferme et un regard franc. « Claire, asseyez-vous. Daniel m'a un peu parlé, mais je veux vous entendre. Racontez-moi tout, depuis le début. » Je recommençai l'histoire une fois de plus. L'hôpital, la lente descente de Jean, le jour où il m'avait parlé de son testament, le rendez-vous chez le notaire avec Sophie, l'absence de mon nom, les phrases prononcées, les dates que j'avais relevées. Quand j'eus fini, je sortis les copies du premier testament et les notes manuscrites de Jean. Je les posai devant elle. Elle les lut longuement. Je la regardais passer d'une feuille à l'autre, changer de paire de lunettes, revenir en arrière. Elle ne commentait rien. Elle dessinait parfois un petit trait de crayon dans la marge, entourait une date. « Il y a au moins 3 choses qui ne me plaisent pas du tout », finit-elle par dire. D'abord, les modifications faites à des périodes où, d'après le dossier médical, Jean n'était pas en état de prendre des décisions importantes. Ensuite, la manière dont vous avez été tenu à l'écart. Enfin, l'empressement avec lequel certaines décisions concernant la fondation ont été prises alors que votre mari n'était presque plus conscient. « Et Sophie ?» dis-je. « Son nom apparaît partout, dans les mails, dans les comptes rendus,
dans les signatures, comme si c'était elle qui portait tout. Maître Lenoir hocha la tête. Vous savez, Claire, il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est loyal. On peut parfois rester dans les limites de la loi tout en piétinant le bon sens. Mais là, je ne suis même pas sûre que tout soit légal. Il va falloir creuser, tranquillement, sans faire de bruit inutile. On va demander certains documents au notaire. On va regarder comment les réunions de la fondation étaient tenues. On va voir qui a signé quoi. Et on avisera. Les jours qui suivirent furent faits de va-et-vient silencieux entre mon appartement, le cabinet de Maître Lenoir et les souvenirs que je gardais de Jean. Je me souvenais des soirées d'hiver où nous rêvions tout haut de cette fondation, de ces jeunes auxquels nous donnerions une chance, de ces projets qu'ils souhaitaient soutenir. Tout cela ne ressemblait en rien à ce que Sophie essayait de mettre en place, avec ses grandes annonces et ses photos glacées sur les réseaux. Pendant ce temps, Sophie avançait comme si de rien n'était. Elle envoyait des mails aux donateurs de la fondation en parlant d'un nouveau souffle, d'une nouvelle ère. Elle signait les messages avec son nom seul, comme si elle avait toujours été là, à la genèse de tout. Dans certains courriels, je n'étais même pas mentionnée. On aurait dit qu'elle écrivait l'histoire en direct, en m'effaçant phrase après phrase. Je gardais tout, chaque mail, chaque document. Je les imprimais et les rangeais dans des pochettes transparentes. Cela pouvait paraître excessif. Pour moi, c'était une manière de reprendre le contrôle. Depuis que Jean était mort dans cette chambre d'hôpital blanche, j'avais l'impression que tout m'échappait. Les papiers, les décisions, même le récit de notre vie commune. Ces pochettes plastiques devenaient mes petites forteresses. Un après-midi, alors que je venais de finir de classer un nouveau lot de documents, la sonnette retentit. J'ouvris. Sur le palier se tenait Eva. Eva Caron était notre voisine depuis plus de 20 ans. Elle avait été volontaire à la fondation quasiment dès le début. Une femme au visage doux, avec un chignon toujours un peu de travers et des yeux marrons dans lesquels on lisait facilement la fatigue comme la joie. Elle tenait une baguette sous le bras et une petite boîte en carton. « Je passais à la boulangerie, dit-elle, et je me suis dit que tu devais avoir besoin de quelque chose de sucré. J'ai pris des éclairs au café. » Je lui fis signe d'entrer. Nous nous installâmes dans la cuisine. Elle posa la boîte sur la table, mais ses mains restaient crispées. « Eva, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je doucement. Elle fixa la nappe pendant quelques secondes avant de relever la tête. « Claire, j'ai mis du temps à me décider à venir. J'aurais dû le faire plus tôt. Je crois qu'on m'a utilisée. Et si je ne te le dis pas, je ne dormirai plus. » Je me tus. Je savais que le silence fait parfois plus pour faire sortir la vérité que 1000 questions. Continua Eva. Quelques jours avant que Jean parte pour l'hôpital, Sophie est venue chez moi. Elle m'a dit qu'il y avait des papiers à signer pour la fondation, des formalités, d'après ses mots. Elle disait que tu étais épuisée, que Jean ne tenait plus debout, que tout prenait du retard. Elle avait l'air pressée. Elle m'a mis les documents sous le nez et m'a montré où signer. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai signé. Je croyais rendre service. Plus tard, quand j'ai entendu parler du Nouveau Testament, des changements, des conflits, j'ai repensé à ce jour-là et j'ai eu la gorge serrée. Je me suis rappelé qu'elle m'avait dit de ne pas perdre de temps à lire, que c'était technique et qu'elle gérait. Je me suis sentie bête et coupable. Alors voilà, je ne sais pas exactement ce que j'ai signé, mais je sais que je n'aurais pas dû le faire comme ça. Ses yeux se remplirent de larmes. Je posai ma main sur la sienne. Tu as fait ce que beaucoup feraient, Eva. Tu as fait confiance. C'est ce qu'elle a utilisé. Ce n'est pas toi la fautive. Mais ce que tu viens de me dire est important. Vraiment important. Le lendemain, nous étions toutes les trois dans le bureau de Maître Lenoir. Eva répéta son récit, plus lentement, en précisant la date, l'heure, le lieu exact dans son salon, jusqu'à la couleur du pull de Sophie. La mémoire, chez certaines personnes, est un outil d'une précision redoutable. Lenoir l'écouta sans l'interrompre. Encore une fois, elle prenait des notes, encerclait des mots. Ce que vous décrivez, elle dit à la fin, ressemble à une pression déguisée en service. Si ces documents ont servi à faire passer des décisions importantes, sans information complète,
Il y a un problème. Et ce problème, la loi peut l'entendre. À partir de là, les choses prirent une tournure plus formelle. Maître Lenoir rédigea une requête pour le tribunal judiciaire demandant des mesures de protection. Elle y expliquait, dans un langage que je trouvais à la fois froid et rassurant, qu'il existait des doutes sérieux sur les conditions dans lesquelles Jean avait modifié son testament et sur certaines décisions prises au sein de la Fondation dans une période où il était vulnérable. Elle demandait qu'on suspende certains effets de ces décisions le temps d'y voir clair. Quand elle me relut le texte, une expression me resta en tête. Elle revenait à plusieurs reprises. La volonté réelle du défunt. Ces mots-là me firent monter les larmes aux yeux. Derrière toutes ces pages, toutes ces formules, il y avait l'essentiel. Que voulait vraiment Jean? Au fond, c'était tout ce qui m'importait. Le juge accepta d'étudier la demande. Il ordonna que certains comptes soient gelés, que la Fondation ne prenne pas de décision majeure sans l'accord du tribunal. Rien n'était gagné, mais au moins on arrêtait la machine. Sophie ne pouvait plus faire et défaire à sa gré, attendant que tout se tasse. La tension monta d'un cran à mesure que les semaines passaient. Nous savions qu'une réunion du conseil d'administration de la Fondation aurait lieu bientôt. Ce serait la première depuis que Jean était mort. Sophie s'y préparait comme on préparait un lancement de produit. Elle envoyait des mails, dessinait de nouveaux organigrammes, annonçait des projets. Elle parlait de modernisation, de professionnalisation. À aucun moment dans ces messages, je n'étais mentionnée. Je me fis toute petite, extérieurement. Je continuais à remplir mon rôle de grand-mère, de voisine, de vieille amie. Je faisais mes courses au marché, je saluais le boulanger, je prenais le bus pour aller voir ma sœur à Vincennes. Mais en moi, quelque chose s'était redressé. J'étais décidée à ne plus laisser les autres raconter à ma place. La fondation occupait 3 étages d'un immeuble ancien près du canal Saint-Martin. Quand j'y entrais, l'odeur familière du couloir me sauta au visage. Papier, café, un peu de poussière. Dans la salle de réunion, les chaises étaient disposées autour d'une longue table ovale. Sur les murs, les photos des promos de boursiers, des jeunes venus de quartiers populaires, de petites villes, même de villages. Certains étaient désormais ingénieurs, infirmiers, professeurs. Je m'assis près de Daniel, sur le côté. Les membres du conseil arrivèrent un à un. Certains vinrent me saluer avec chaleur, d'autres avec ce mélange de gêne et d'affection que l'on a parfois face à quelqu'un qui revient au centre d'une histoire qu'on pensait déjà réécrite. Sophie entra, comme à son habitude, avec quelques minutes de retard, un dossier sous le bras, l'air très occupé. Elle prit place à la tête de la table, comme si cela allait de soi. On passa en revue les points formels, rapport moral, rapport financier, projet à venir. La voix de Sophie était claire, assurée. À l'écouter, la Fondation semblait n'avoir jamais eu de difficulté, tout coulait de source. Quand elle voulut enchaîner sur un nouveau plan stratégique, Maître Lenoir leva la main. Excusez-moi, Sophie, dit-elle. Avant d'aller plus loin, il y a un certain nombre d'éléments que ce conseil doit connaître. Sophie sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je ne suis pas sûre que ce soit l'endroit approprié pour régler des affaires familiales, maître, répondit-elle. Nous sommes ici pour parler d'avenir, de projets. Justement, dit le noir, pour parler d'avenir, il faut être sûr que le passé ne soit pas fondé sur des malentendus. Ce qui concerne la Fondation concerne tout le monde autour de cette table. Et ce qui concerne la volonté de Jean encore plus. Elle ouvrit sa serviette et sortit plusieurs chemises. Elle ne haussa pas la voix, elle ne fit aucun geste grandiloquent. Elle se contenta de dérouler, point par point, ce que nous avions mis des semaines à réunir. Elle parla de la première version du testament, celle que Jean avait fait rédiger en pleine possession de ses moyens. Elle expliqua les modifications ultérieures, leurs dates, les périodes d'hospitalisation. Elle évoqua les documents signés par Eva, la manière dont on l'avait pressée. Les membres du conseil restaient silencieux. Certains consultaient les copies que Lenoir avait distribuées. On pouvait voir sur leur visage le moment où les pièces du puzzle s'alignaient. L'un d'eux, un homme qui connaissait Jean depuis plus longtemps encore que moi, déglutit plusieurs fois avant de parler. « Je n'aime pas l'idée d'avoir pu servir de caution à des décisions prises de cette façon, » dit-il. Jean insistait toujours sur l'importance de la transparence. Je le revois encore nous dire que la Fondation devait être irréprochable.
Sophie tentait d'intervenir, de minimiser, de parler de confusion, de bonne volonté mal comprise. Elle disait qu'elle avait seulement voulu faire au mieux, que tout s'était passé très vite, que Jean lui avait donné sa confiance. Mais chaque phrase se heurtait aux dates, aux courriels, aux signatures, aux témoignages. Personne ne met en doute votre peine ni votre investissement, répondit maître Lenoir. Mais l'engagement ne donne pas tous les droits. Pas quand il s'agit de la volonté d'un homme qui n'est plus là pour se défendre, ni quand il s'agit d'une institution qui vit de la confiance publique. À la fin, le Conseil vota. Il fut décidé que, jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, Sophie serait suspendue de ses fonctions de représentante unique de la Fondation. Toute décision majeure devrait être prise collégialement. Une révision complète des derniers mois serait menée. On n'effaçait pas Sophie, on la mettait simplement à sa juste place. Je sortis de la réunion avec une fatigue immense, mais aussi avec une peine nouvelle. Je ne jubilais pas. Je ne ressentais pas le besoin d'aller dire à Sophie que je l'avais prévenue, ni de lui lancer un regard de vengeance. J'avais trop vécu pour croire que ce genre de victoire apporte du bonheur. Ce que je sentais, c'était plutôt comme si on venait de remettre une chaise à la bonne place dans une pièce. Rien de plus, rien de moins. Les mois suivants furent consacrés aux détails. Le tribunal examina les documents, des experts furent mandatés pour vérifier l'authenticité des signatures, l'état de santé de Jean lors des dernières modifications. On convoqua le notaire pour qu'il explique comment les rendez-vous avaient été organisés. Il se retranchait derrière les habitudes, les protocoles, mais la chronologie restait têtue. Finalement, un matin de printemps, maître Lenoir m'appela. « Claire, vous pouvez passer au cabinet cet après-midi, dit-elle simplement. J'ai une décision à vous montrer. » Je passais le reste de la matinée à tourner en rond dans mon salon. Je n'osais pas espérer trop. Je m'étais préparée à l'idée qu'il y aurait peut-être un compromis bancal. Quand j'arrivai enfin dans son bureau, elle avait déjà posé une copie de l'ordonnance sur la table. Le juge reconnaît que les circonstances entourant le dernier testament ne garantissent pas pleinement l'expression libre et éclairée de la volonté de votre mari, lut-il. Il considère le testament antérieur comme l'expression la plus fiable de cette volonté. Les dispositions qui vous excluaient sont donc écartées. Vos droits sont rétablis tant sur le plan patrimonial que celui de la Fondation. Je restais un long moment sans voix. Ce n'était pas l'argent qui me montait à la tête, c'étaient les mots « Vos droits sont rétablis ». Comme si ces droits étaient des objets qu'on avait jetés par la fenêtre et qu'on me rendait, un peu cabossés, mais entiers. Je sortis du cabinet en longeant le canal. Il y avait des péniches, des touristes, des vélos. Paris continuait à vivre sans savoir qu'une femme de plus venait de récupérer sa place dans une histoire qu'on avait tenté de lui voler. Je m'arrêtai sur un banc et regardai l'eau. Je pensais à Jean. Je me surpris à murmurer tout haut. « Tu vois, mon vieux, on y arrivait, pas par la force, pas par les cris. Juste en te prenant sérieux, toi, et ta façon de vouloir faire les choses bien. » À la Fondation, les changements se mirent en place discrètement. On ajusta certains statuts, on renforçait les contrôles, on mit en place un comité éthique, une grande idée de gens qui n'avaient jamais eu le temps de concrétiser. On envoya une lettre au donateur, dans un ton simple et sincère. On y parlait de continuité, d'engagement, de transparence. On ne parlait pas des conflits internes, on ne donnait pas de nom. Mais derrière chaque phrase, il y avait cette décision de ne plus laisser la confiance se diluer dans des petits arrangements. Je repris ma place dans le conseil, sans chercher à être au premier plan. Je demandais des nouvelles des étudiants, des projets. Je m'attardais après les réunions pour discuter avec l'équipe. Je n'avais pas besoin de tout diriger. Je voulais seulement que l'esprit de Jean reste vivant. Au fil des mois, je vis apparaître de nouveaux visages, des jeunes qui prenaient des responsabilités, des bénévoles qui arrivaient avec leurs idées. À la maison, la vie reprit aussi ses droits. Je continuais à aller chercher du pain chez le même boulanger, à acheter mes légumes au marché du boulevard, à prendre mon café au comptoir de temps en temps. Les commerçants du quartier savaient que j'avais perdu mon mari. Certains savaient vaguement qu'il y avait des histoires d'héritage compliquées, mais on en parlait peu. Paris laisse souvent aux gens la possibilité de se reconstruire en paix derrière son bruit. Avec ma fille, Jeanne, il fallut du temps aussi. Elle avait été prise entre deux feux, entre son mari, qui ne voulait pas faire de vagues, et sa mère, qui en poussait gentiment vers la sortie. Nous avons mis des heures à parler,
dans sa cuisine, pendant que les petits jouaient dans le salon. Maman, je ne savais pas tout, avait-elle répété. Sophie me disait que c'était ce que papa voulait, et moi, j'avais peur de me fâcher avec tout le monde. La peur, dis-je, nous fait parfois faire des bêtises plus graves que la méchanceté. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, pas ce que tu n'as pas fait avant. Sophie, elle, resta à distance. Elle se retira officiellement d'une partie de ses fonctions pour se consacrer à d'autres projets. Officieusement, je savais qu'elle m'en voulait. Peut-être qu'au fond, elle croyait vraiment avoir su mieux que tout le monde. Peut-être qu'elle s'était convaincue qu'elle protégeait la fondation d'une veuve jugée trop sentimentale. Peut-être qu'elle avait simplement eu peur de ne pas être reconnue. Chacun porte ses failles. Je n'éprouvais pas le besoin de lui pardonner avec des grandes phrases, ni de la punir. J'avais obtenu ce que je voulais. Pas une revanche, pas un triomphe, mais un rétablissement. Je me contentais d'être poli quand nous nous croisions lors des anniversaires ou des Noëls. Une bise, quelques mots, rien de plus. Entre nous, il y avait désormais un espace invisible, comme une baie vitrée. On se voyait, mais on n'habitait plus le même côté de la pièce. Un dimanche, la Fondation organisait une remise officielle de bourse dans un amphithéâtre d'université à Paris. J'y allais, bien sûr. Assise dans les premiers rangs, je regardais monter sur scène ces jeunes que la Fondation aidait grâce aux dons et au travail de tous. Certains venaient de familles très modestes, d'autres de parcours plus chaotiques. Quand ils prenaient la parole au micro, ils parlaient de leurs parents, de leurs rêves, de leurs peurs. Aucun ne savait vraiment ce que nous avions vécu en coulisses, et c'était très bien ainsi. À la fin de la cérémonie, une jeune femme s'approcha de moi. Elle tenait son dossier contre elle. Madame Claire, dit-elle, on m'a dit que vous étiez la femme de Monsieur Jean. Je voulais vous remercier. Sans cette bourse, je n'en ai pas pu finir ma licence. Ma mère est caissière, mon père ne vit plus avec nous. Je ne voulais pas arrêter mes études. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une chance. Ne me remerciez pas seulement moi, répondis-je. Remerciez la vie, votre propre courage, tous ceux qui donnent un peu de leur argent pour que cette fondation existe. Et quand vous le pourrez, un jour, pensez à quelqu'un que vous pourrez aider à votre tour. C'est tout ce que j'en souhaitais. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, le ciel de Paris avait cette couleur rose pâle qui donne aux immeubles un air presque tendre. Je montais les escaliers lentement. Dans le salon, j'ouvris un vieil album photo. Sur une des pages, il y avait une photo de nous deux, Jean et moi, devant la petite maison que nous avions en Normandie. Lui, avec sa chemise trop grande, moi, avec mes cheveux lâchés, les enfants autour, encore petits. Derrière nous, un ciel gris, typique de la région, un pommier. Je caressais doucement la photo du bout des doigts. Tant de choses s'étaient passées depuis ce jour-là. La maladie, les hôpitaux, les formulaires, la tentative de me rayer dans les papiers, de me sortir de ce que nous avions construit ensemble. Et pourtant, nous étions toujours là, sur cette image, solide, plantée devant notre maison, avec ce pommier comme témoin silencieux. Je refermais l'album et posais les mains sur mes genoux. La télévision diffusait au loin un journal que je n'écoutais qu'à moitié. Dans la pièce, en dehors du bruit du présentateur, il y avait juste le tic-tac de l'horloge et le ronronnement d'un radiateur. Rien d'extraordinaire. Juste la vie qui continuait. Parfois, le soir, je pense à ceux qui entendent mon histoire. À toi, peut-être, qui l'écoutes, dans un bus, allongé sur un lit ou en faisant la vaisselle. Je me demande si tu as déjà eu, toi aussi, l'impression d'être mis de côté dans ta propre vie. Si quelqu'un a déjà essayé de décider à ta place de ce que tu valais, de ce que tu méritais, de ce que tu avais le droit de garder. Si c'est le cas, j'aimerais que tu retiennes une chose. On peut essayer de rayer ton nom d'un testament. On peut faire semblant d'oublier que tu as participé à la construction d'une maison, d'un projet, d'une famille. On peut te dire que tu n'as rien. Mais tant que tu sais qui tu es, tant que tu te rappelles ce que tu as donné,
Tant que tu ne laisses pas les autres écrire seuls le récit, tu n'es pas effacé. Moi, on a tenté de me réduire à un siège vide dans une salle de réunion, à une signature inutile sur un vieux document. J'ai choisi une autre voie. Je n'ai pas hurlé. Je ne me suis pas roulée par terre. J'ai ouvert des tiroirs. J'ai relu des lettres. J'ai pris un café avec un ami fidèle. J'ai écouté la petite voix de ma voisine qui se sentait culpable. J'ai laissé la lenteur me servir de bouclier. Ce n'est pas la voix la plus spectaculaire. Elle ne donne pas des histoires flamboyantes, pleines de coups d'éclat. Mais elle a une force tranquille. Elle tisse, petit à petit, un filet qui finit par retenir les mensonges les plus lourds. Et un jour, sans bruit, tu te rends compte que tu as simplement repris ta place. Pas au-dessus des autres, pas en dessous, à l'endroit exact où tu aurais toujours dû être. Ce jour-là, tu comprendras que la vraie victoire n'est pas de voir les autres s'effondrer, mais de te tenir debout, chez toi, dans ta propre vie, en sachant que tu n'as pas renoncé à ta vérité. Et ça, crois-moi, aucun papier, aucune signature précipitée, aucun sourire satisfait ne pourra te l'enlever.